Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Et sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu as passé le week-end? Oh, un week-end tranquille, en famille. Hein. En famille? Oui. Pas d'activité? Non. Vraiment, j'ai eu déjà une semaine assez chargée. Donc vraiment, le week-end, je voulais recharger mes batteries. Et donc, ton divertissement personnel tourne autour de quelle activité? Vu que le pays n'offre pas du loisir. Non, moi, je regarde... Tu crées tes propres loisirs. Bon, en réalité, mes loisirs, c'est regarder les informations. Je suis à la télé, je suis assis au salon. J'ai mon écran télé qui est sur une chaîne d'information. En général, je complète avec ma tablette et mon téléphone portable qui sont aussi sur différents sites. Donc, j'essaie d'avoir le maximum d'informations possibles sur un événement pour préparer soit mes chroniques ici sur le DaFresh Morning, ou soit parfois ta culture personnelle. Et puis surtout aussi des articles. Parfois, on me commande des articles, on me commande des analyses sur la situation internationale. Et donc, je suis obligé d'avoir toutes ces informations-là pour être le plus fidèle possible à la réalité. Voilà. Donc, la pluralité des sources d'informations, j'essaie de les avoir aussi de sources très différentes qui donnent des points de vue, voire même totalement opposés. Et puis, sur la base de mon expérience, de ce que je connais aussi un peu, j'essaie de faire le tri pour ce qui est probable, ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est pas. D'accord. Voilà. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Aujourd'hui, tu l'as dit en prélude, hein, c'est le 7 octobre, donc évidemment la question de la commémoration, enfin l'anniversaire des attentats, moi je préfère parler des événements du 7 octobre, parce qu'il faut bien comprendre que ces événements-là en réalité se sont inscrits dans un continuum. Il y avait un avant 7 octobre. Et si on ne tient pas compte de l'avant 7 octobre, on biaise un peu l'analyse et la compréhension que l'on a de l'événement lui-même du 7 octobre. Et donc il faut savoir qu'il y a un an, le groupe politico-militaire, le Hamas, lançait la plus sanglante attaque que Israël ait subie depuis la Shoah. Cette attaque-là, il faut savoir que le Hamas donc, occupe la bande de Gaza, qui est une bande de 40 km de long sur 10 de large, qui occupe l'est et le sud d'Israël. Et donc le Hamas, qui est le groupe, comme je dis, politico-militaire, qui administre cette zone-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier que le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza, c'était en 2007. Et donc, à la suite d'élections totalement libres et démocratiques. Et donc, la communauté occidentale, je préfère parler ainsi, qui était le principal pourvoyeur de ressources financières de l'autorité palestinienne, a refusé de reconnaître la victoire du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, ça crée une espèce de scission avec le Fatah qui était majoritaire en Cisjordanie. Donc, à partir de là, le Hamas va se retrouver à administrer seul la bande de Gaza. Bon, je vais essayer de faire court. Aidé en cela à partir de 2010 par le Qatar sur l'autorisation du gouvernement israélien qui était dirigé par Benjamin Netanyahou. À l'époque, Benjamin Netanyahou expliquait que en fait, il ne voulait plus entendre parler de Gaza, parce qu'il faut savoir qu'avant Gaza aussi, pendant une très longue période, Gaza avait été occupé par les Israéliens, mais c'était Ariel Sharon, à l'époque Premier ministre, qui avait décidé de sortir totalement de Gaza pour concentrer, si tu veux, les plans de colonisation, la colonisation de la Cisjordanie. Donc pour Ariel Sharon, il s'agissait d'abandonner Gaza aux Palestiniens et d'essayer de renforcer la position israélienne en Cisjordanie. Et donc plus tard, Benjamin Netanyahou va un peu dans ce prolongement-là dire que puisque le Hamas, qui n'avait jamais reconnu l'État d'Israël, ça fait partie dans sa charte fondatrice, va donc décider en quelque sorte d'enclaver la bande de Gaza, et donc il va laisser le Hamas administrer cette zone-là, bien entendu avec l'appui du Qatar. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc derrière, il faut savoir que les réalités, c'est que les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza étaient totalement enfermés. Et donc de ce point de vue, il y a un certain nombre, cette lassitude-là, le fait aussi que
depuis 2017-2018, notamment en 2019 avec les accords d'Abraham, on voyait que la question palestinienne était de moins en moins de moins en moins au premier plan dans les discussions diplomatiques qu'il y avait dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Et donc, pour certains observateurs, cette attaque du Hamas là, visait justement à remettre la cause palestinienne au premier plan des tables des discussions, notamment entre Israël et ses alliés, notamment alliés américains et européens, et les autres pays arabes qui sont tout autour, et dont les opinions publiques continuent massivement, très majoritairement, à soutenir la cause de la création d'un État palestinien. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que les événements du 7 octobre se sont déroulés. Maintenant, évidemment, la difficulté depuis un an, c'est déjà de savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'il faut savoir que les informations qu'on a, ce sont des bribes, soit des témoignages de certains acteurs, notamment israéliens, mais du côté palestinien, on a jusqu'à présent pas eu de véritable témoignage. Et puis la difficulté aussi, c'est que du côté israélien, il n'y a pas encore eu d'enquête pour savoir ce qui n'avait pas marché le 7 octobre et comment est-ce qu'en termes de sécurité, ils avaient pu ne pas voir qu'il y avait quelque chose que les Palestiniens préparaient, notamment dans la bande de Gaza. Et donc les Israéliens, le gouvernement estime que comme il est en guerre, après la guerre contre Gaza, on a la guerre maintenant au sud du Liban, avec un risque aussi de voir cette guerre-là s'étendre jusqu'en Iran, puisque Benjamin Netanyahu ne cache pas, et Yoav Gallant, son ministre de la Défense, avait expliqué que, étant donné les derniers événements, avec l'attaque de missiles et de drones iraniens sur Israël, et qu'Israël donc avait la capacité de riposter, de répondre à l'attaque iranienne de la même manière qu'elle a fait contre Gaza à cause de l'assaut du 7 octobre et contre le sud Liban, notamment la région de la plaine d'Abeka, qui est administrée majoritairement par le Hezbollah, parce que le Hezbollah aussi avait attaqué Israël en soutien justement à l'action menée par le Hamas. Donc, on voit bien que du côté israélien, la question des enquêtes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là n'est pour l'instant pas une priorité. Et puis maintenant, il faut savoir que dans cette attaque du 7 octobre, il y a aussi une question de chiffres de part et d'autre qui se pose aujourd'hui. Concernant les événements à proprement parler du 7 octobre, on estime qu'environ 1200 personnes ont été tuées et 7500 ont été blessées en Israël. Maintenant, ces chiffres-là, il faut bien comprendre que tous les experts ne s'entendent pas sur ce que l'on a mis à l'intérieur. Parce que dans ces 1200 victimes décédées, il faut comprendre que dedans, il y a des civils, donc des femmes et des enfants, des personnes âgées et des hommes qui n'avaient pas une activité militaire. À l'intérieur, il faut savoir que les kibbutz, donc les villages israéliens qui étaient à la frontière avec la bande de Gaza, avaient aussi à l'intérieur des espèces de milices d'autodéfense. Ces milices d'autodéfense-là avaient des statuts de réservistes. Et à côté de ces milices d'autodéfense, il y avait aussi des forces de police qui étaient là justement pour veiller au maintien de l'ordre. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, c'est pour ça qu'on chiffrait d'abord à 1400 décédés, c'est-à-dire que dans les civils, dans un premier temps, il faut savoir que les policiers et les membres des forces des milices d'autodéfense étaient intégrés dans le nombre de victimes civiles. Après, ça a été changé, évidemment, parce que pour les Israéliens, ces policiers et ces membres réservistes-là de l'armée on va considérer qu'ils sont tombés l'arme à la main lors de combats face avec les combattants du Hamas. Et donc, c'est ce qui a fait en grande partie baisser les chiffres. La deuxième chose aussi, c'est qu'on n'a pas le chiffre exact en réalité, même des victimes civiles. Il faut savoir qu'il y a des victimes israéliennes et il y a des victimes étrangères. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un festival qu'on appelle le Festival Tribe of Nova, où il y avait à peu près des centaines de personnes de plusieurs nationalités différentes. Et donc, c'est dans cette zone-là qu'il y a eu le plus grand nombre de victimes. On estime à peu près entre 250 et 300 personnes qui avaient été tuées. Et parmi elles, on a de nombreuses personnes qui avaient la nationalité étrangère. Donc des Thaïlandais, des Philippins, on a même 2 Soudanais à l'intérieur. Et donc, à côté de ça, il y a aussi les victimes israéliennes qui avaient la double nationalité. Donc ça aussi, ça fait qu'il y a une confusion concernant les nationalités qui ont été tuées. Mais en l'absence d'une véritable enquête
pour démêler le vrai du faux. Et puis, il faut savoir qu'au moment où nous parlons, il y a à peu près une centaine de personnes victimes du 7 octobre, mais dont l'analyse ADN n'a toujours pas permis de déterminer formellement l'identité. Donc, là encore, il y a un travail qui est fait par les médecins légistes pour essayer de déterminer l'identité de ces personnes décédées-là. Donc ça, c'est du côté israélien. Et puis, il faut savoir que depuis le 7 octobre, dès le 8, Israël lançait son offensive contre Gaza. Et à ce jour, on a plus de 41 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Et là aussi, certains observateurs, évidemment, disent que 41 000, ce n'est pas le chiffre exact. Certains le revoient à la baisse, notamment certains organismes qui sont proches, notamment de certaines associations proches du pouvoir israélien, qui estiment que les chiffres publiés par le Hamas ne sont pas crédibles parce qu'ils servent uniquement à faire de la propagande sur la cause palestinienne. Par contre, il y a un magazine scientifique qu'on appelle The Lancet, qui est quand même un magazine dont la crédibilité est quand même reconnue à travers la communauté scientifique internationale, qui au contraire dit que 41 000, ce sont des chiffres sous-évalués, parce qu'eux, ils se basent sur à la fois les images satellites que l'on a de la région de la bande de Gaza, et vu le niveau de destruction, il faut savoir que on a certes 41 000, ça c'est ce qu'eux-mêmes ils ont décompté, mais les personnes disparues dont les corps seraient très certainement ensevelis dans les décombres sont bien plus nombreux, et donc de lancer table plutôt sur au moins 100 000 morts palestiniens dans la bande de Gaza depuis un an. Et donc c'est cette réalité-là. Donc aujourd'hui, en l'absence d'un cessez-le-feu durable, il ne serait pas possible aujourd'hui de pouvoir déterminer avec exactitude le nombre de victimes. Mais on sait que dans ces victimes-là, que ce soit du côté israélien le 7 octobre ou du côté palestinien depuis un an, et même on le voit aussi avec l'attaque l'attaque contre le sud Liban et aussi au sud de la capitale libanaise Beyrouth, les principales victimes, ce sont les victimes civiles, les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui n'avaient pas la possibilité de fuir la zone de combat, ou n'avaient pas la possibilité de pouvoir trouver un abri sécurisé. Donc ce sont dans les deux cas les principales victimes depuis un an. Ce sont les femmes et les civils, des deux côtés, que ce soit le 7 octobre du côté israélien ou depuis un an avec la bande de Gaza et avec le Liban. Maintenant, derrière aussi, il y a un an comment dirais-je, je dirais pas d'impuissance de la communauté internationale, mais je dirais il y a un an d'impuissance de ce qu'on appelle le Sud global, et un an d'hypocrisie de la communauté occidentale. Parce que toutes les parties appellent à un cessez-le-feu, y compris les alliés israéliens, américains, français, italiens, espagnols, mais personne ne parvient à véritablement imposer la paix. Les Américains continuent d'appeler d'un vœu pieux Israël à accepter un cessez-le-feu, mais derrière, les États-Unis ont bloqué toutes les résolutions qui avaient été proposées notamment par la Chine et la Russie pour permettre un cessez-le-feu. La proposition aussi africaine avait été bloquée par un droit de veto américain, et dans la même lancée, les Américains restent les principaux fournisseurs d'armes d'Israël, accompagnés par d'autres pays européens. La France, l'Italie sont aussi de gros pourvoyeurs d'armes à Israël. Et donc, comment comprendre que des pays qui appellent à un cessez-le-feu bloquent toute résolution dans ce sens au Conseil de sécurité de l'ONU et continuent à envoyer des armes à Israël. Alors, il y a 2 jours, Emmanuel Macron avait jeté un petit pavé dans la mare en disant qu'il fallait cesser, non pas d'envoyer des armes à Israël tout court pour toutes ces guerres, non, pour ce qui concerne uniquement la bande de Gaza. Ça sous-entendait qu'on devrait continuer à fournir des armes pour Israël pour bombarder le sud Liban. Ça aussi, c'est une espèce d'en même temps que seul Emmanuel Macron a la subtilité de maîtriser. Or, d'un point de vue diplomatique, ça ne peut pas se justifier. Ou on est un homme de paix, ou on est un homme de guerre. On ne peut pas dire qu'on favorise la guerre contre une zone et en même temps demander que cette guerre cesse dans une autre zone. Donc, de ce point de vue, c'est quand même assez difficile à suivre. Et donc, malheureusement, le Sud global ne peut pas, parce qu'on a un Conseil de sécurité qui bloque toutes les résolutions qui pourraient contraindre Israël
à arrêter sa guerre tant que celle-ci n'aurait pas atteint ses objectifs de guerre. Les objectifs de guerre de Benjamin Netanyahu et son gouvernement, c'est d'essayer d'amoindrir au maximum les capacités de nuisance du Hamas et du Hezbollah, qui sont les menaces qui sont les plus dangereuses sur l'existence même d'Israël, qui pèsent sur l'existence d'Israël. Et donc pour Benjamin Netanyahu et son gouvernement, il faut détruire le Hamas ou le Hezbollah. C'est impossible, parce qu'on le sait, avec l'histoire, quand vous tuez un leader, il trouve facilement un autre qui remplace le leader qui est décédé, et souvent le nouveau il est plus radical que l'ancien, et donc ça n'arrange pas les choses, au contraire, ça durcit les positions des uns et des autres. Donc c'est un peu dans cette situation que nous nous trouvons un an après. Israël continue sa guerre. Après le Liban, ce sera certainement le Yémen, parce que les rebelles Houthis continuent aussi de tenter de pilonner Israël en bloquant tous les navires qui passent notamment par la mer Rouge pour aller vers Israël. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est un an plus tard dans un environnement où le statut est totalement figé, et on n'a pas l'impression que la sortie de crise est pour demain. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur les événements du 7 octobre du côté du Moyen-Orient. On parle d'Israël et de la Palestine. Bien. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.